Comme vous le savez, hein, l'OMEDIT, c'est des missions qui sont essentielles pour le fonctionnement et la mise en œuvre de tout ce qui est démarche qualité, sécurité, efficience médico-économique liée aux médicaments, à la politique du médicament, etc. C'est un point qui est essentiel et qui est développé sur l'ensemble des régions en France. On avait un petit point de faiblesse en termes d'animation de l'OMEDIT ces dernières années. Et nous avons travaillé avec Nouvelle-Aquitaine, qui est notre nouveau partenaire qui nous appuie pour maintenant les prochaines années. Et on est très heureux de pouvoir les accueillir en Guyane. C'est très apprécié, en tout cas, que vous puissiez vous déplacer et venir à notre rencontre pour pouvoir mieux connaître le territoire. Ça, c'est vraiment un point qui est essentiel pour nous, puisque les contraintes sont vraiment très liées aussi avec les modes de fonctionnement, les procédures, les différentes approches qu'on peut avoir dans la démarche qualité. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important et évidemment, à venir aussi régulièrement que possible, en tout cas au moins 2 fois par an, et ça je pense que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et puis, c'est aussi très important qu'on puisse s'appuyer dans nos territoires fragiles sur des équipes qui sont expérimentées. On a une grosse équipe au niveau de l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui intervient déjà maintenant depuis une dizaine d'années avec la Guadeloupe en partenariat. Donc, ils ont aussi une expérience intéressante avec des territoires ultramarins et leurs problématiques. Donc, ça va être un grand bénéfice pour nous qu'on puisse profiter de votre expertise, enfin pour nous et surtout pour les acteurs du territoire. À l'heure où on travaille à l'élaboration d'un CHRU, donc il y a une redistribution un petit peu des cartes en matière d'offres de soins. On a un secteur médico-social aussi qui a des besoins particuliers en termes de politique de médicaments et de démarche qualité. Donc, il y a de quoi faire en Guyane. Vous êtes évidemment les bienvenus. Et je pense que c'est très important qu'on puisse aussi avoir tous les acteurs autour de la table pour qu'on puisse bien vous identifier et trouver la meilleure manière de fonctionner pour pouvoir relancer une dynamique sur l'ensemble du territoire avec cet appui aux militaires. Évidemment, on ne part pas de rien, il y a déjà des choses qui sont faites. Moi, je me souviens effectivement, il y a des études qui avaient été faites sur la consommation d'antibiotiques et sur justement l'étude de l'antibiorésistance. Mais je pense que voilà, on a tous cerné les enjeux pour le territoire et les enjeux aussi d'appui, de méthodes, d'expertise que vous pourrez nous apporter alors à distance. Mais je pense que c'est une question d'organisation en fait pour pouvoir trouver la meilleure voie pour fonctionner correctement et nous faire profiter de votre expertise à l'échelle de la Guyane. Voilà ce que je voulais dire rapidement en introduction. Donc on a une réunion qui devrait durer 2 heures à peu près. D'assister à la première demi-heure, puis après j'ai d'autres engagements après. Et je vais vous laisser la parole pour pouvoir poursuivre l'ordre du jour. Très bien, merci beaucoup, monsieur le directeur. Voilà, moi je voulais tout d'abord introduire cette réunion en disant qu'on est vraiment ravis de contribuer à la mise en place des actions de l'OMEDIT sur votre territoire. Donc on vous propose d'articuler cette réunion en plusieurs séquences. Donc dans un premier temps, on va vous présenter qui on est, comment on intervient et comment voilà, on vous propose de vous accompagner. Vous, les établissements de santé, puisque c'est vrai qu'on interviendra aussi sur le secteur médico-social, sur la ville, mais là, voilà, l'objet de la réunion de cet après-midi, c'est vraiment ciblé sur les établissements de santé. Puis dans un second temps, nous vous présenterons les dernières actualités, ce qu'on appelle les actualités sur les médicaments et dispositifs médicaux. On essaiera de faire un panorama vraiment des actualités voilà, qui sont susceptibles de vous intéresser, en tout cas notamment par rapport à la nouvelle certification de la HAS, la pharmacie clinique, et puis un tour sur les médicaments de la liste en sus, accès précoce, accès compassionnel, les dispositifs médicaux implantables, et puis on fera aussi une toute petite séquence sur le bon usage des anti-infectieux
c'est un programme assez dense. On espère qu'on ne va pas vous assommer. Voilà, mais pour nous, il nous semblait important, lors de notre première visite, voilà, de faire un panorama, j'allais dire, un général sur notre accompagnement, les sujets, puis ensuite, voilà, qu'on redéclinera voilà, tout au long de tous ces mois et ces années au cours desquelles on vous accompagnera. Donc l'OMEDIT, l'Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique. Donc, c'est quoi? C'est une structure régionale d'appui sur les produits de santé. Et donc, on est auprès de l'Agence régionale de santé et on travaille en interface et en accompagnement de l'ensemble des professionnels, que ce soit, comme je l'ai déjà dit, un établissement de santé, secteur médico-social, la ville aussi, et en articulation aussi avec des usagers. Donc, les OMEDIT sont structurés en un réseau au niveau national, le réseau MEDIT. Et donc, on est un OMEDIT interrégional, comme vous l'avez compris. Et donc, les OMEDIT existent depuis 2005. Donc, l'OMEDIT, voilà, créé en Aquitaine, en tout cas en ce qui nous concerne, en 2005. Donc, on intervient auprès de l'ARS Guadeloupe depuis 2014, donc avec une convention donc sur 5 ans qui est re-signée donc à partir du 1er janvier 2023 avec à la fois l'ARS Guadeloupe et bien sûr l'ARS de Guyane. L'idée, c'est de mutualiser toutes nos ressources humaines que l'on a finalement sur l'OMEDIT Nouvelle-Aquitaine, puisqu'au sein de l'équipe, on a des expertises selon les sujets qui sont concentrées sur différentes ressources humaines. Donc l'idée, c'est de ne pas vous mettre à disposition spécifiquement un équivalent temps plein, mais vraiment de vous faire bénéficier finalement l'ensemble des expertises des membres de l'équipe, donc qui sont constitués de pharmaciens seniors, des fonctions support aussi, secrétariat, on a aussi un informaticien, puisqu'on y reviendra, on vous met à disposition des sites internet et des supports informatisés. Donc finalement, pour la Guyane, si on regroupe l'ensemble des ressources, on est environ sur un équivalent de temps plein en regroupant l'ensemble de ces ressources. Donc bien sûr, on sera amené à collaborer avec les autres structures d'appui. Donc on pense notamment REVA, donc le réseau régional de vigilance et d'appui, qui est en cours de constitution en Guyane. Et si on prend l'exemple aussi des antibiotiques, bien sûr, on travaillera en lien étroit avec le CREG et sur le secteur de la ville aussi, bien sûr, des travaux en collaboration avec les URPS. Donc, on en reparlera aussi. L'idée, c'est, voilà, sous l'angle système d'information, c'est de vous mettre à disposition cette plateforme qu'on a développée à l'OMEDIT Nouvelle-Aquitaine qui vous permettra de suivre tous vos indicateurs. On essaiera de vous mettre à disposition tous vos résultats en termes de qualité, sécurité, efficience, certification, les indicateurs IQSS et toutes les données, donc liste en sus, prescription exécutée en ville. L'idée, c'est de disposer sur un outil unique l'ensemble des informations voilà, qui vous permettra au sein de vos établissements de suivre vos actions qualité, sécurité et efficience liées aux médicaments et dispositifs médicaux. Et bien sûr, on intervient beaucoup en relais des informations. Donc on a un site internet, on a des réseaux sociaux et on se permettra aussi de solliciter toutes vos coordonnées. On essaiera de faire un annuaire pour finalement vous envoyer par mail l'ensemble des informations qui vous aideront à mettre en place les actions. Donc les missions des OMEDIT, alors réglementaires, puisqu'on s'inscrit dans le cadre du décret d'octobre 2017, donc relative aux missions des OMEDIT. Donc l'appui à la contractualisation du CACES, donc le contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins. Donc j'y reviendrai un peu plus tard. Donc l'expertise médico-économique, la pertinence des stratégies thérapeutiques, le suivi et l'analyse des prescriptions, dispensation et utilisation des produits de santé,
on est d'accord, on est sur le circuit. La participation aux travaux du REVA, et puis en lien notamment avec le REVA, la contribution à la gestion des événements indésirables graves associés aux soins, les EIGS, et la promotion surtout de la déclaration des événements indésirables dans une culture de sécurité. Et vraiment, ça, on vous accompagnera aussi sur cette approche. La contribution à la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse, qui constitue évidemment des objectifs importants. Puis on vous accompagne, voilà, donc, sur les thématiques qualité, sécurité, efficience, ou plusieurs modalités, des audits sur site. On organisera des webinaires, on vous mettra à disposition des informations, des sessions de formation en présentiel. Je pense que lors de nos prochains déplacements, on mettra en place des sessions de formation, et notre projet 2023, c'est de mettre en place des formations évidemment qui vont vous intéresser, puisqu'on sur du e-learning. Donc ça, c'est un de nos projets 2023 qui, je sais, est très attendu par bon nombre d'entre vous. Et sur la Nouvelle-Aquitaine, voilà, juste à citer que nous sommes mobilisés sur la promotion de la vaccination. Donc, les missions, donc, sur l'appui à la contractualisation du CAQES, donc vous vous souvenez, vous avez mis à disposition sur le précédent CAQES, justement cet outil dont je viens de vous parler, donc je ne reviendrai pas dessus. Donc la plateforme e-Medit, donc on va continuer à alimenter, en tout cas, autant sur le CAQES, bon là il est arrêté, donc ça c'est en cours, mais par contre, voilà, on va essayer de l'alimenter sur tout ce qui est tableau de bord, voilà, comme je vous ai précédemment dit, voilà, pour que vous puissiez disposer de vos résultats sur vos indicateurs, différents indicateurs de qualité, sécurité, efficience. Donc, on vous tiendra informé de la mise en ligne. Là. Donc, concernant la mission d'expertise médico-économique, de pertinence des stratégies thérapeutiques, donc on est sur le suivi de la liste en sus. Donc les établissements qu'on a d'ores et déjà rencontrés, qui sont concernés sur la liste en sus, on a pu échanger sur ce sujet. Donc on vous a mis à disposition, et on continuera à vous mettre à disposition le profil individuel, liste en sus, médicaments et dispositifs médicaux, qui vous aideront au sein de votre établissement à suivre vos formations, vos pratiques de prescription, et puis vous aider à adapter, le cas échéant, vos actions d'amélioration. On suit aussi les médicaments sous accès précoce, accès compassionnel. Donc, je sais que souvent, vous avez des questions sur les codes indications, sur tout ce qui est fichier à compléter. Voilà, donc ça aussi, on peut vous accompagner. Et autre sujet, donc ça, c'est en cours. Donc, cette enquête sur les achats et les consommations de médicaments à l'hôpital, donc l'enquête de l'ATIH, donc qui est en cours. Donc le délai a été repoussé jusqu'au 30 avril 2023. Voilà, donc on vous incite vivement à répondre à cette enquête, sachant que l'idée, c'est de vous restituer derrière, sur la base des résultats de cette enquête, des indicateurs voilà, vraiment pour vous aider à suivre aux consommations. La manière aussi de travailler de l'OMEDIT, c'est l'organisation et l'animation de groupes de travaux, de commissions régionales, de groupes de pairs, d'échanges, donc entre médecins, pharmaciens notamment, sur les pratiques de prescription. Donc on travaille sur les cancers surtout, mais aussi sur d'autres disciplines et commissions, je pense. Donc on pense à l'HAD, à la santé mentale notamment. C'est des commissions qu'on met en place en Nouvelle-Aquitaine. Évidemment qu'on élargit à votre territoire. Donc on fixe les réunions l'après-midi. Ça, vous pourrez connecter. Voilà, donc avec des outils. L'idée de ces commissions-là, c'est vraiment de travailler entre
professionnels voilà, pour répondre à vos besoins et vraiment travailler sur des outils qui vous aident dans votre pratique quotidienne. La participation aux réunions du REVA, donc ça on en a déjà parlé, je vais aller vite puisqu'on a voilà, la contribution à l'analyse des EIGS, produits de santé, donc soit à la demande de l'ARS, soit directement, vous pouvez nous saisir directement si vous voulez voilà, qu'on vous aide à voilà, faire cette analyse approfondie. On va aussi mettre en place des événements dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients qui, comme vous le savez, a lieu chaque année en novembre, dernière semaine souvent de novembre, et à la semaine européenne et mondiale aussi sur le bon usage des microbiens. Donc là aussi, on fait de têtes partielles. On mettra les outils à disposition. Donc les actions d'accompagnement, donc j'en ai déjà parlé. Donc on intervient sur site. On est déjà intervenu depuis lundi, donc dans différents établissements. Donc l'idée, c'est vraiment notamment dans le cadre de la préparation de la visite de certification. Là, on peut intervenir sur site à votre demande. Donc voilà, on vous met à disposition des outils. À l'issue de la visite, on vous envoie un rapport donc, sur notre intervention, avec bien entendu l'identification des marges d'amélioration. Et ensuite, on fait aussi un suivi du coup, à distance, hein, sur notamment quelles sont les voilà, est-ce que les actions d'amélioration ont été mises en œuvre. Voilà, puis dernière réaction, c'est vrai que ça nous tient à cœur, et je sais que les pharmaciens, ça vous tient à cœur aussi, même si vous êtes embolisé par autre chose et que vous n'avez pas encore le temps de mettre en place. C'est vraiment, on veut vraiment vous accompagner au déploiement de la pharmacie clinique. Donc, on y reviendra dans les prochaines diapos. On va vous présenter tous les derniers dispositifs qui existent. Donc, ça nous tient à cœur. C'est vrai que les systèmes d'information ne sont pas encore prêts. C'est vrai que l'informatisation, hein, pour mettre en place ces actions-là, mais voilà, on ne vous perdra pas. Donc, sur les missions, donc voilà, plusieurs types d'outils, donc des audits. Ça aussi, ça peut vous intéresser, des audits d'évaluation des pratiques de prescription. Donc ça aussi, par rapport à la démarche de qualité d'évaluation des pratiques. Voilà, donc on a des audits qui sont prêts à être utilisés sur les curares, les antibiotiques, les prescriptions inappropriées chez le sujet âgé, les benzodiazépines, notamment, des flyers, des affiches. Vous pouvez aller sur notre site, hein, tout est en ligne sur le site internet de l'Omédic, donc des quiz, pas plus tard que dans quelques minutes, on va vous proposer de réaliser un premier quiz, des formations, donc j'ai déjà dit, donc les sujets en cours des programmes de formation de l'Omédic, donc la pertinence des prescriptions chez les personnes âgées, la conciliation médicamenteuse, pharmacie clinique, les antibiotiques et la gestion des risques sur les produits de santé. Donc, comment sont déclinées les actions? J'ai déjà dit, hein, par l'intermédiaire de groupes de travaux, de commissions, des sessions de formation, de l'accompagnement à distance. Alors, là aussi, on répond à vos questions-réponses, hein, donc, enfin, on répond à vos questions. Donc voilà, par téléphone, mail, vous avez toutes nos coordonnées sur notre site et puis sur ce support de présentation, je pense, hein, oui, elles sont à la fin. Voilà, donc on répond à toutes vos questions donc, relatives aux médicaments, dispositifs médicaux. Voilà. Donc l'équipe de l'Omédic Nouvelle-Aquitaine, Guadeloupe, Guyane. À gauche, c'est l'équipe qui va contribuer voilà, aux actions
en Guyane, notamment les 4 pharmaciens, donc praticiens hospitaliers, donc Myriam, moi-même, et puis Marine, d'autres me chez Marion Louvrier. Voilà, c'est l'équipe socle qui va contribuer beaucoup pour les actions en Guyane. Voilà, puis sur la droite, c'est à titre informatique, ça ne vous concerne pas. Voilà, c'est l'équipe qui est dédiée à la mission de promotion de la vaccination. Donc voilà, c'est juste là. Donc vous contactez. Donc vous avez l'adresse mail, le téléphone, et puis on a des réseaux sociaux. On essaie d'être assez actifs. Donc LinkedIn, évidemment. Voilà, notre site internet. Sans transition, on vous propose de participer. C'est très court. Oui. Alors il faut que vous munitiez de votre téléphone portable pour scanner le QR code. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très long, hein. Il y a juste 2 questions sur 2 volets complètement différents. D'une part sur la gestion des risques liés aux produits de santé et le deuxième quiz, ce sera sur le volet plutôt efficience, liste en sus. Ça, c'est vos réponses. Tout fonctionne bien. Voilà. Donc la première affirmation était vraie. Donc, les erreurs médicamenteuses constituent la 3e cause de IGS en SSR et 5e cause en psy. Ce sont les erreurs de dose. Donc, ce ne sont pas les erreurs de médicaments, mais ce sont les erreurs de dose qui constituent la première cause des erreurs médicamenteuses. Et on vous a mis le lien, vous aurez le support vers le retour d'expérience nationale qui est réalisé tous les ans à partir de la base nationale des événements indésirables graves. Donc, synthèse réalisée par la Haute Autorité de Santé, et on voulait vous signaler la collection Flash Sécurité Patient de la HAS, où à chaque fois qu'il y a des produits de santé, on travaille en collaboration. En tout cas, on a une saisine de l'HAS pour travailler dans le cadre du réseau Médit sur ces fiches. Il y a plusieurs fiches qui sont sorties, notamment sur les cures rares, plus dernièrement sur tout ce qui est neuroleptique, dispositifs médicaux, médicaments à risque, KCL, et ces derniers jours, il y a une fiche sur la pédiatrie qui vient d'être diffusée et en cours sur les produits de santé, sur les produits, les soins de ville, dont bien sûr un cas sur les erreurs médicamenteuses en ville. Donc, donc les presque accidents, donc ça fait partie du nouveau référentiel de la certification. Les presque accidents doivent être signalés, sont intégrés dans une démarche globale de gestion des risques. Donc, c'est vrai que c'est très important d'intégrer la promotion interne du signalement de ces presque accidents, qui sont des opportunités d'analyse des pratiques et de mise en œuvre d'une dynamique collective de gestion des risques sur des erreurs qui ont pu être évitées. Et bien entendu, il y a les mêmes obligations pour la déclaration des EIGS, quel que soit le secteur de soins, avec pour l'instant une marge d'amélioration sur la promotion de la déclaration de ces événements indésirables et de cette culture de sécurité en ville. Donc, tenez-vous prêts pour le deuxième quiz. Donc, on passe sur le volet médicaments de la liste en sus. Alors, si on reprend donc la première question vraie, puisque voilà, comme vous le savez, le code indication donc I999 est réservé donc selon la notice explicative DGOS, donc vous aurez le lien au codage des indications qui seraient prescrites en dehors d'une indication donc prévue par l'autorisation de mise sur le marché. La deuxième question, c'est faux. Oui, le rythme de mise à jour de référentiel des codes indications, c'est faux puisqu'il n'est pas mis à jour tous les 3 mois, mais chaque mois. Donc, il est mis à jour de manière rétroactive. Par contre, donc ça, c'est vrai qu'on a souvent des questions quand un nouveau code d'indication sort au cours du mois, ça vous oblige finalement à faire la facturation de manière rétroactive, puisque le code d'indication liste en sus, donc il y a plus 6 chiffres, donc est mis en ligne sur le référentiel de la DGOS, donc à la fin de chaque mois. La troisième question, c'était faux.
c'était la question, est-ce que les facturations des médicaments de la distance SUS sont à déclarer sur le même fichier que celui des accès précoces et compte peu passionnels? Donc non, puisqu'il existe deux fichiers, donc fiche compte distance SUS pour la distance SUS, comme son nom l'indique, et fiche compte MED APAC pour les accès précoces et compassionnels. Et la dernière question, alors c'était là où il y avait un petit piège, et je vois que certains nombres de vous s'est fait piéger, mais c'était voilà. C'était faux, puisque le dispositif de la distance SUS concerne vraiment à ce jour, hein, quand on dit c'est vraiment là, le secteur MCO et HAD, avec une extension au secteur SSR prévue courant 2023, donc on y est presque. Hein. A priori, hein, on n'a pas encore la confirmation, on nous a parlé de juillet 2023, donc ça, on se tiendra bien sûr au courant. Et voilà, donc on vous rappelle que le secteur SSR est actuellement seulement concerné par la liste des molécules onéreuses, de la liste SSR. Voilà. Et quand on passera à la liste en sus, finalement, cette liste spécifique des molécules onéreuses SSR sera supprimée. Alors, dernière petite question, oui, c'était, on voulait avoir un petit sondage. Hein, on est là, on va vous abreuver d'informations. On n'est pas tous en présentiel, donc voilà, on voulait savoir qu'est-ce que vous attendez de nous. Vous avez tous répondu. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu des quiz et d'avoir répondu d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Bon, on va essayer. Hein, ça rentre en tout cas dans nos missions. Vous l'avez bien compris. Donc ça tombe bien qu'on soit assez convergent entre vos attentes et ce que l'on va pouvoir vous apporter. Et l'idée, comme le disait Antoine, c'est qu'on puisse échanger et surtout pas hésiter. On a bien compris là, lors de notre mission ici, vos spécificités. Donc, il ne faut pas hésiter à attirer notre attention voilà, sur vos besoins d'outils particuliers. On essaiera d'y répondre au mieux. Justement, sans transition, on va avoir un gros focus du coup actualité et on va commencer par le volet du coup de certification des établissements, la nouvelle démarche de certification des établissements de santé. Et on voulait avant, et puis on introduira d'ailleurs toutes nos séquences par les données régionales que l'on avait à disposition avant d'introduire les différentes séquences qualité, sécurité, puis efficience. Donc concernant les données relatives à la qualité, alors disponibles du coup sur la plateforme CALAS et sur le site de la Haute Autorité de Santé. On voulait juste vous faire un petit retour par rapport aux résultats des indicateurs qualité-sécurité des soins IQSS et la campagne 2022 sur les données 2021, en lien avec la prise en charge médicamenteuse. Il y avait un indicateur sur la tenue du dossier patient et on s'est intéressé plus particulièrement à la qualité de la lettre de liaison. Avec là aussi, selon les secteurs d'activité, vous avez renseigné plusieurs fois cet indicateur selon les secteurs, donc MCO, SSR, HAD, PSI et CHIR, avec quelques petites différences, mais on a essayé de tout regrouper les résultats, on a essayé d'homogénéiser, donc sachant que la cible de ces indicateurs-là, c'est d'arriver à atteindre 80% de conformité. Donc avec des résultats, encore, on voit assez nettement des marges d'amélioration sur notamment l'intégration du traitement de sortie dans la lettre de liaison, la traçabilité de l'évaluation et de la prise en charge de la douleur, ainsi que l'envoi de cette lettre de liaison au médecin traitant. Donc c'est sûr, on est conscient du déploiement de l'informatisation et de montée en charge des systèmes d'information en Guyane. Donc voilà, on peut que vous inviter à essayer de mettre en place des actions, des audits pour essayer d'améliorer la qualité de cette lettre de liaison, sachant
que l'on vous a indiqué la campagne et un renouvellement de la campagne QSS 2023 avec plusieurs indicateurs qui sont en lien avec le médicament. Du coup, l'indicateur QLS va être à nouveau mesuré, notamment dans tout ce qui est coordination à la sortie et prise en charge de la douleur. Vous aurez un indicateur en MCO sur la prescription d'antibiothérapie de 7 jours ou moins pour une infection respiratoire basse, tout ce qui est lié aux AVC. En HAD, on a le même indicateur sur la qualité des prises en charge. SMR, SSR sur la coordination des prises en charge et les pratiques cliniques, également sur l'AVC, et sur la psychiatrie, le volet plus global, coordination et prise en charge somatique et addiction. Concernant le volet certification, donc on vous a fait juste un petit bilan des procédures, des différentes procédures, V2014 et nouvelle démarche de certification. Donc, concernant la V2014, mais en fait, tous les établissements, ils sont passés et ont eu les visites de suivi. Donc, il y avait eu un établissement non certifié, avec une obligation d'amélioration, et les autres établissements avaient été certifiés avec des recommandations d'amélioration. Au total, 2 établissements avaient eu des exigences qui étaient atteintes en termes de conformité sur la prise en charge médicamenteuse, et 4 avaient une recommandation sur le circuit du médicament post-visite de suivi. Concernant la nouvelle démarche de certification, donc là, au final, il y a 4 établissements qui ont eu leur visite, leur visite dans le cadre de cette nouvelle démarche de certification, avec à chaque fois des remarques plus ou moins importantes sur le circuit du médicament, notamment sur les médicaments à risque, la sécurisation du stockage, et avec des remarques récurrentes sur l'accès sécurisé aux armoires, la gestion des stupéfiants, etc. Donc là aussi, on est là pour vous accompagner, que ce soit en démarche en amont de la certification ou post, puisqu'il y a 4 établissements qui ont leurs résultats, pour vous aider à vous améliorer et à vous accompagner par rapport à la sécurisation du circuit du médicament, notamment pour les établissements qui auraient une visite programmée, de suivi programmé dans les années à venir. C'est sûr que lors de nos prochaines visites, on pourra accompagner les établissements que l'on n'a pas pu rencontrer lors de cette mission. Oui, si je peux juste intervenir, oui, c'est vrai que là aussi, je vois le terme. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de retour d'expérience. C'est vrai que c'est très important pour nous de bénéficier aussi de vos retours d'expérience et de programmer dans nos prochaines journées régionales, voilà, des appels à contribution pour vous faire bien sûr intervenir à la fois sur la certification, mais finalement voilà, sur l'ensemble de vos démarches. Donc ça aussi, c'est quelque chose jusque-là qu'on n'a pas dit, mais c'est vrai que pour nous, c'est très important de bénéficier de vos expériences pour les mettre au bénéfice de l'ensemble des établissements. Et c'est vrai que selon les sujets, ça sera des retours d'expérience plutôt régionaux Guyane, suivant les thématiques, ou de manière plus générale, Nouvelle-Aquitaine, Guadeloupe, Guyane. Donc, tous ces éléments, c'était pour introduire. Donc, on sait qu'il y a un certain nombre de vos établissements qui ont passé déjà la certification, mais on pensait que c'était important quand même de vous repréciser les éléments relatifs à la prise en charge médicamenteuse et aux dispositifs médicaux. Donc, j'excuse pour ceux qui connaissent ça par cœur, qui ont déjà passé leur visite. Et là aussi, l'idée, c'est que ça ne soit pas une réunion unilatérale. Si certaines personnes veulent intervenir, il n'y a aucun problème, vous pouvez prendre la parole. Donc, juste par rapport au manuel de certification, la nouvelle version de 2023, comme je vous le disais, a ajouté des précisions, notamment sur la déclaration
des presque accidents dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion des risques liés aux produits de santé. C'est pour ça qu'on a fait un focus tout à l'heure. C'est vrai que c'est important, surtout pour les établissements qui vont avoir leur certification en 2025, déjà en amont de travailler sur la promotion de la déclaration et l'analyse de ces presque accidents. Donc, quatre niveaux de résultats. Hein. Établissement certifié avec mention établissement certifié. Dans ces cas-là, la nouvelle visite sera prévue sous 4 ans. Et 2 niveaux de certification où des visites beaucoup plus rapprochées seront programmées. Visites reprogrammées entre 6 et 12 mois si l'établissement est certifié sous condition, donc avec certains points à travailler, et c'est pour ça que la visite est vraiment programmée de façon rapide pour que l'établissement mette en place les actions correctives nécessaires. Lorsque l'établissement est non certifié, la visite est reprogrammée à distance entre 12 et 24 mois pour qu'il y ait vraiment un travail en profondeur pour améliorer la qualité des soins. Alors, tout le diaporama, on va vous le mettre à disposition. Il y a beaucoup de choses. On va juste faire un focus sur les points clés. Mais l'idée, c'est que vous ayez un support derrière pour vous retrouver sur le médicament. Donc, pour rappel, juste 5 méthodes d'évaluation proches du terrain. Le patient traceur, le parcours traceur, le traceur ciblé, l'audit système et l'observation, avec vraiment un focus, une attention particulière sur le volet aussi observationnel, puisque c'est là où dans des processus, la méthode des autres traceurs, il peut y avoir des fiches de non-conformité. Donc, avoir une vigilance accrue sur vraiment la sécurisation de tout le circuit et en particulier le circuit du médicament et des dispositifs médicaux. Concernant la prise en charge médicamenteuse, 5 critères impératifs, on va appeler direct ou indirect. Tout d'abord, il y a le volet prise en charge de la douleur. Donc là aussi, ça fait partie des critères impératifs sur lesquels il y a beaucoup de remarques dans les rapports de certification qui ont été publiés, notamment sur tout ce qui est lié au protocole nominatif et l'évaluation de la douleur. Le deuxième indicateur critère impératif qui lui aussi ramène énormément de remarques de la part des experts visiteurs, ce sont les médicaments à risque. Donc là aussi, on y reviendra un petit peu plus, de façon un peu plus détaillée dans la suite du diaporama. L'équipe maîtrise les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liées aux actes invasifs. Et ensuite, de manière plus globale, tout le volet gestion des risques, qui intègre bien sûr la gestion des risques liés aux produits de santé, avec le volet analyse et le volet plutôt gouvernance, programme d'action, management de la qualité et de la sécurité des soins. Un critère avancé qui concerne la prise en charge médicamenteuse, et qui valorise les actions de mise en œuvre de la conciliation médicamenteuse des traitements. Là aussi, même si le jour de la certification, les experts et les visiteurs ne viennent pas dans le service où vous aurez pu mettre en place la conciliation médicamenteuse, il ne faut surtout pas hésiter à valoriser le travail qui peut être et la dynamique qui peuvent être réalisées au niveau de l'établissement. Je ne vais pas tous vous les énumérer, ce sont tous les critères standards directs ou indirects en lien avec la prise en charge médicamenteuse, mais en gros, ça balaye vraiment toute la sécurisation du circuit, du médicament, des dispositifs médicaux, avec bien sûr les spécificités liées à l'HAD. Juste dans les éléments à noter, il y a aussi tout le volet lié au risque de dépendance iatrogène et un volet aussi sur tout ce qui est lié à la vaccination des professionnels de santé. Un élément socle, c'est la fiche pédagogique sur la prise en charge médicamenteuse, qui elle aussi a été actualisée. Et avec du coup qui reprend les différents éléments de la prescription à l'administration, donc dans les attendus de la prescription. On rappelle, en tout cas, qu'elle peut être réalisée sur support informatique, qui est un des éléments, donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est reconnu bien entendu comme un élément de sécurisation, ou manuscrite. On rappelle que la retranscription est bien sûr interdite.
que le prescripteur, il faut qu'il soit identifié avec une identité et une signature de toutes les prescriptions qui doivent être identifiables avec, en lien avec voilà, l'informatisation, qu'à l'API, la liste et les niveaux d'habilitation des prescripteurs qui soient actualisés. Et puisqu'on est vraiment sur des attendus de résultats dans les services, il peut y avoir interrogation des équipes sur la participation à la réalisation d'audits, de PP sur les pratiques. Ensuite, dans les attendus, il y a l'analyse de l'intégralité de la prescription. Donc là aussi, intégrant la prise en compte du traitement personnel, là où c'est évident que vous ne pouvez pas mettre une analyse pharmaceutique sur l'ensemble des prescriptions, mais arriver à justifier de la stratégie que vous avez mise en place pour valider les prescriptions. Avec une vigilance spécifique sur les prescriptions dites particulières, alors là, les anticiper, les si besoin. J'en ai parlé sur la douleur, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui remonte fréquemment au niveau des rapports de certification. Donc, elles doivent être, ces prescriptions donc, doivent être bien entendu nominatives et elles doivent se référer à des protocoles qui identifient bien quand on a besoin. Un focus sur tout ce qui est prescription au risque, enfants, personnes âgées, certains types de médicaments. Donc là aussi, sécurisation du circuit des stupéfiants, des chimiothérapies et des prescriptions d'entrée, de sortie et tout le lien avec l'ambulatoire. Le support unique, prescription administration. Donc là, ça fait partie des fiches de non-conformité que l'on pourra retrouver également et un déploiement de l'informatisation. En tout cas, si elle n'est pas engagée au moment de la certification, que le déploiement soit en cours. Et avec une vigilance sur tout ce qui est lié aux interfaces entre les différents logiciels et entre les services informatisés et non informatisés. On vous a rappelé ce que doit contenir une ordonnance type les prérequis. Dans les éléments de vue, dans la prescription, il y a tout le volet aussi justification des prescriptions d'antibiothérapie. Là, c'est vraiment le volet attendu antibiothérapie avec la réévaluation de la pertinence des prescriptions entre la 24 et la 72e heure qui doit être réalisée, surtout tracée. Puisqu'on est vraiment, je le redis, sur c'est le résultat au lit du patient qui est recherché et avec un volet d'une manière plus générale sur la formation des professionnels de santé, que ce soit sur le bon usage des antibiotiques, des médicaments à risque, sur la sécurisation du circuit du médicament, etc. La dispensation, donc je parlais de stratégie, c'est vrai qu'elle doit être bien organisée et avec le ciblage des patients, etc. Comment, avec un volet sur les avis pharmaceutiques qui peuvent être réalisés et s'ils sont acceptés par les médecins. Donc, c'est important d'arriver à avoir cette traçabilité là du nombre d'interventions pharmaceutiques et d'avis. Tout le volet, après, tout dépend le choix que vous avez fait dans votre organisation, s'il y a des préparations à des doses administrées selon les services, etc. Tout ça, il faut être en mesure de le décrire et de le justifier. Donc, je ne vais pas y revenir dessus. Tout le volet transport, je vais passer rapidement. C'est vraiment, on est sur la sécurisation du transport, arriver à gérer les ruptures de stock, que le transport doit être sécurisé, garder la confidentialité pour les patients, qu'il y ait la température, que les médicaments à température ciblée soient stockés et transportés dans de bonnes conditions, que les stupéfiants, qu'il y ait une sécurisation au niveau des stupéfiants, etc. Et qu'il n'y a rien de très, très nouveau. Hein. Non, mais le problème, c'est qu'on est encore sur... il y a encore beaucoup de remarques sur tous ces éléments-là. Au niveau de l'administration, on est encore sur une administration par des professionnels habilités, sur une administration en temps réel et qui est réalisée au vu de la prescription avec des piluliers qui sont nominatifs et identifiables, identifiables au nom du patient jusqu'au lit du patient. Un étiquetage de toutes les préparations et
avec du coup le nom du médicament et l'identité du patient. Passer aussi les non-administrations. Et c'est vrai que c'est important. Et ensuite, ce qui sera recherché aussi, c'est l'information et la surveillance du patient. Pour rappel que la prescription orale n'est plus là aussi, ça fait partie des choses qui sont totalement interdites et à proscrire. Concernant le volet médicaments à risque, donc comme je vous le disais, c'est très ça fait partie des fiches de conformité et beaucoup de remarques des experts visiteurs. Donc avec une sécurisation des médicaments à risque depuis la prescription jusqu'à l'administration, passant bien sûr par la dispensation, le transport et le stockage. Donc là, vous avez mis des questions que les experts visiteurs posent au niveau des professionnels qui sont dans les unités de soins. Donc, avec vraiment un focus sur tout ce qui est formation des professionnels, disponibilité de la liste des médicaments à risque qui doit être adaptée à l'unité de soins. Les médicaments à risque doivent être connus, les risques qu'ils engendrent aussi et les mesures de prévention de ces risques également. Que tous les médicaments à risque soient identifiés sur leur lieu de stockage, y compris les médicaments dans les frigos. Donc voilà, je pense que je vous ai fait un peu un rapide tour de toutes les remarques qu'on a pu lire dans les rapports de certification. Vous avez pas mal d'outils sur les médicaments à risque. Bon, après, il y a des médicaments à risque qui sont un peu incontournables, notamment tout ce qui est les never events, les insulines, les anticoagulants, etc. Et qui font là aussi, certains établissements avaient dit c'est bon, c'est un never event, c'est pas un médicament à risque. On vous conseille très fortement de l'intégrer à vos listes. Donc, je vais vite passer. On a fait un listing de plein d'outils qui existent. Bon, ça ne suffit pas, les outils ne font pas tout. Mais ça peut vous permettre de sensibiliser vos équipes et de vous aider à réaliser votre propre liste de médicaments à risque, bien sûr, qui doit être actualisée de façon régulière, notamment lorsque vous avez de nouvelles activités ou de nouveaux médicaments à risque que vous référenceriez. Conciliation médicamenteuse, donc critères avancés. Donc l'idée, c'est on reviendra, lorsqu'on reviendra, on pourra, selon les besoins, on pourra vous faire des formations sur tout ce qui est conciliation médicamenteuse. Mais l'idée, c'est, si vous l'avez mis en place dans votre établissement, de le valoriser et de valoriser la dynamique de déploiement des pharmacies cliniques. Les EPP, donc état d'avancement du CAQES, ou en tout cas toute autre évaluation. Donc, c'est important, la dynamique est mesurée. Et c'est vrai que derrière les EPP, ce qui est recherché aussi, c'est la restitution et la restitution au plus près des unités de soins et des professionnels. Donc, typiquement, l'appropriation et le retour, l'affichage des résultats, c'est quelque chose qui est regardé dans les unités de soins avec les résultats à l'unité de soins concernée. Ça fait partie aussi des remarques. Concernant la douleur, j'en ai déjà parlé, juste le focus au milieu sur la prescription conditionnelle de si besoin. Donc, avec des conditions d'administration qui sont clairement établies, harmonisées au service et selon la possibilité du coup à l'établissement, qui précise le nombre maximal d'administration par période de 24 heures, avec l'intervalle temporaire entre deux prises, quel est le niveau de douleur qui déclenche l'administration, la durée maximale de traitement, les protocoles nominatifs, si besoin, ne sont applicables qu'à un seul patient, ils doivent être prescrits. L'antibioprophylaxie, juste, c'est le lien avec la checklist du bloc opératoire. Elle doit être conforme et tracée dans le dossier patient. Là, les maîtrises du risque de dépendance iatrogène, donc à évaluer en amont et à essayer de dépister selon l'état du patient ces risques de dépendance et les accompagner dans tout ce qui est sevrage notamment et sevrage lié aux dépendances iatrogènes.
Ensuite, il y a tout le lien de traçabilité avec tout ce qui est traçabilité des médicaments dérivés du sang, ça habituellement le processus érodé. Enfin, on passe sur les dispositifs médicaux implantables. Donc là, il y a tout le volet information du patient. L'information du patient, elle doit être réalisée et tracée en amont de la pose. Donc là aussi, pas mal de remarques dans les rapports de certification. Parfois, cette information elle est faite à l'oral, mais pas forcément vraiment tracée dans le dossier du patient. Et elle doit concerner, donc là, je pense que vous avez pas mal de documents types, tout ce qui est mise en garde, précaution et conduite à tenir en cas d'incident. Donc ce volet-là doit être remis au patient et tracé. Et bien sûr, les professionnels, après la pose, doivent remettre là, ou plutôt souvent, les cartes d'implantation qui contient toutes les informations liées aux dispositifs médicaux à sa sortie, avec une information du coup au médecin traitant. Ensuite, il y a tout le volet lié, mais on y reviendra après, donc je vais faire vite sur tout ce qui est maîtrise du circuit et des dispositifs, tout ce qui est lié à la traçabilité des dispositifs médicaux implantables. Antoine y reviendra largement tout à l'heure et ça répondra aux attendus de la certification. Alors, plein d'outils disponibles sur les différents sites. Et à noter que le réseau Médit, on a travaillé sur une boîte à outils réseau Médit qui recense tous les outils des Zomédit, puisque au lieu d'aller cliquer sur tous les sites des Zomédit, vous avez un onglet, moi c'est un document Google Sheet qui permet d'avoir tout par thématique. Vous pouvez cliquer sur tous les outils disponibles et qui vous renvoie vers tous les sites des Zomédit. C'est cet outil-là. Vous aurez le diaporama qui vous explique comment l'utiliser. On le met à jour à minima une fois par an. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce volet-là et est-ce que ceux qui ont déjà passé leur certification ont des commentaires, des retours d'expérience à faire sur cette partie certification? C'est sur les dispositifs médicaux implantables. Il semblerait qu'il faille un responsable. Oui, on anticipe un peu parce qu'on va y revenir après, mais oui, en quelques mots, c'est le responsable du système du management de la qualité et du circuit des dispositifs médicaux implantables. Voilà, donc suite à la parution de l'arrêté sur le management de la qualité des DMI, qui finalement fait suite à l'arrêté du 6 avril 2011 sur la qualité du management, enfin sur le management, excusez-moi, de la qualité des médicaments. L'idée, c'est finalement, comme je le dis à chaque fois, c'est disposer au sein de chaque établissement d'un chef d'orchestre, finalement, qui intervienne en suivi de l'ensemble des processus de traçabilité implantables, qui coordonne finalement tout le processus, qui s'assure que les procédures sont bien prises, sont bien respectées, mises en place. Voilà, donc ça peut très bien être un pharmacien, un cadre de bloc, un médecin, un chirurgien qui est impliqué. Voilà, libre à chaque établissement. Ce qui est important, c'est qu'il devrait avoir, même si on sait, vous avez des ressources contraintes, toutes et tous au sein de vos établissements de santé. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un temps pour du coup, assurer cette orchestration-là. Voilà, c'est quelqu'un qui doit interagir finalement avec l'ensemble des professionnels qui interviennent dans le circuit de la traçabilité, donc à la fois la pharmacie, évidemment les services utilisateurs, les blocs, etc. Et son rôle est précis dans cette arrêté-là. Là, c'est vrai qu'en fin de séance, on va faire un petit focus sur les dispositifs médicaux implantables, mais c'est vrai qu'on en refera un, je pense, lors de notre prochaine visite. Là, ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'assez court, mais je pense qu'on fera voilà, un approfondissement de cette data arrêtée, soit par webinaire, voilà. On organisera.
On va continuer avec un nouveau dispositif. Donc là, ça fait partie plus des actualités de ces 6 derniers mois et à avoir en tête, pas forcément à mettre en place immédiatement, mais avoir en tête ce qui est proposé, en tout cas pour essayer de sécuriser et les évolutions des pratiques. Hein. Ça peut-être gênant de le dire, c'est 2 processus complètement, voilà, il n'y a aucune obligation, non. Pas des dispositifs. Alors, voilà. Volontariat. Après, voilà, dans certains secteurs, c'est vrai que ça répond à des besoins sur l'autonomie du patient. Donc, le premier focus que l'on voulait vous faire, c'était sur le nouveau dispositif du patient en auto-administration des médicaments. Hein. On appelle ça, c'est barbare, PAM. Donc, mais c'est vrai que c'est un peu donc, ce sont des recommandations publiées par la HAS en juillet 2022. Ça concerne la possibilité aux patients volontaires hospitalisés en établissement de santé de s'auto-administrer les médicaments prescrits au cours de l'hospitalisation. Donc, ça est défini comme auto-administration. Après, on va y revenir un petit peu plus tard, une évaluation pluriprofessionnelle, c'est une décision médicale. Et ce dispositif doit être tracé dans le dossier du patient et ça peut concerner 1, 2 ou l'intégralité du traitement. Donc, c'est vraiment une évaluation extrêmement précise du patient et des médicaments qui rentrent dans ce PAM. Donc, les principaux enjeux, c'était d'une part de renforcer le travail en équipe pluriprofessionnelle dans les unités de soins et réduire les risques d'erreur lors de la sortie du patient en favorisant la continuité des traitements lorsqu'il a l'habitude de les prendre. C'est vrai que surtout dans certains secteurs, que ce soit notamment en HAD, en SSR ou en chirurgie, les hospitalisations soit de très courte durée ou on va du coup supprimer le patient qui a l'habitude de prendre ses traitements, du coup on lui ôte cette possibilité-là le temps de l'hospitalisation, donc c'est parfois plus à risque que de lui laisser prendre et continuer à avoir cette habitude de prendre ses traitements. Améliorer la compréhension du patient par rapport à ces médicaments qu'il doit prendre et renforcer son adhésion au traitement. Donc là, on verra, suivant les différents dispositifs du PAM, il y a aussi un travail d'accompagnement. Ce n'est pas de l'éducation thérapeutique, mais c'est un accompagnement et une information à la prise de ces traitements et du coup à l'autogestion, à l'auto-administration de ces médicaments et sécuriser la situation qui peut être considérée comme un risque dans le processus de prise en charge médicamenteuse en ayant vraiment une organisation et un processus cadré sur l'auto-administration de ces médicaments. Donc, il y a un guide et 15 outils. Donc, on vous a mis tous les liens, donc tout se retrouve sur le site de la Haute Autorité de Santé. Et là aussi, on essaiera en Nouvelle-Aquitaine notamment et en Guadeloupe, il y a certains établissements qui se sont déjà engagés dans cette démarche. Donc l'idée, c'est de partager, de faire un retour d'expérience au niveau de la région avec, en plus, les activités sont très, très diversifiées. Donc, que les autres établissements qui se sont engagés dans la démarche, et s'il y a des établissements de Guyane qui ont déjà travaillé dessus, on est vraiment preneur de vos retours d'expérience et on est là aussi pour vous accompagner et pour aussi vous mettre en relation avec des établissements qui sont déjà engagés dans cette démarche. Donc, ça concerne qui? Donc, ce sont tous les établissements sanitaires qui sont concernés, tous les secteurs volontaires, à l'exclusion du secteur médico-social et du service des consultations. Ce sont tous les patients volontaires qui sont hospitalisés, bien sûr, sous réserve de leur éligibilité, sauf à l'exclusion des patients hospitalisés sous contrainte, d'une hospitalisation inférieure à 12 heures, une hospitalisation unique, parce qu'on verra que l'hôpital de jour, des patients en hôpital de jour peuvent être éligibles à ce dispositif PAM à partir du moment où ils reviennent de façon régulière sur une journée. Et bien sûr, les patients qui seraient pris en charge en situation de crise et hospitalisés dans des phases aiguës. Concernant les médicaments, alors il y a une très grande part des médicaments qui peuvent intégrer le PAM, quelle que soit leur forme galénique.
à l'exclusion, bien entendu, des traitements médicamenteux systémiques, hein, mais par voie injectable, les médicaments administrés par sonde nasogastrique en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique qui pourrait être mis en place pour le patient, avec des spécificités en lien avec, bien sûr, l'HAD et la santé mentale. En HAD, c'est vrai que ça peut répondre vraiment à ce dispositif-là, peut répondre à quelque chose qui est déjà mis en place, à l'auto-administration des médicaments en HAD. Donc, ça permet de sécuriser tout ce dispositif d'auto-administration en HAD. On n'est plus sur une organisation, une protocolisation de ce qui peut être déjà fait déjà, avec des points critiques hein, sur l'HAD, notamment concernant la communication lors de toute nouvelle prescription, le plan de prise qui doit être actualisé régulièrement, le stockage au domicile du coup de façon sécurisée et la coordination, notamment avec la connaissance de l'environnement du patient et être en mesure de pouvoir signaler tout dysfonctionnement lié du coup à la prise en charge médicamenteuse. Sur le volet santé mentale, là aussi, il y a un travail qui a été fait, notamment sur l'éligibilité de ces patients et avec, il est préconisé de mettre en œuvre, alors on va le voir juste après, un niveau 1 de PAM, c'est-à-dire on va être plutôt sur de l'éducation, une éducation à l'autogestion du traitement, avec quand même un renforcement de la présence de l'infirmière pour l'auto-administration de ces médicaments. Donc on est on n'est pas sur un programme de TP, mais on va dire que c'est une information renforcée sur le traitement des médicaments. Avec, dans ces cas-là, il est préconisé une distribution quotidienne, voire à la prise de ces médicaments, avec une vigilance sur les multidoses et les stupéfiants. Donc, c'est juste pour vous il y a 3 niveaux de PAM. Le premier niveau 0, c'est le patient n'est pas éligible. Dans ces cas-là, l'infirmière va contrôler, préparer, administrer et enregistrer l'administration des médicaments. Il y a un niveau, le premier niveau, c'est le patient va être accompagné. Donc, les patients vont pouvoir disposer des médicaments, mais c'est l'infirmière, le patient va pouvoir contrôler, préparer, s'auto-administrer les médicaments, mais sous la supervision de l'infirmière, qui, elle, tracera derrière l'administration du médicament. Et enfin, lorsque le patient est complètement autonome, c'est lui qui va complètement gérer son contrôle, la préparation, l'auto-administration des médicaments, et la traçabilité sera réalisée par l'infirmière au dire du patient. Donc, parmi les règles générales du PAM, donc, tout d'abord, c'est un établissement volontaire, puisque ça va impliquer une réorganisation dans les services qui auront été du coup ciblés, une réorganisation complète du processus d'administration des médicaments. Avec la formalisation au niveau de l'établissement d'une procédure. Lorsque le patient va entrer dans le processus, le patient devra être informé lui-même volontaire avec un temps d'évaluation pluriprofessionnelle de l'aptitude du patient, de la validation de l'éligibilité dans le processus PAM, donc le travail d'équipe, de sélectionner les médicaments qui vont être soumis à cette auto-administration et recueillir le consentement du patient. Ensuite, il y aura une étape de, bien sûr, mise en œuvre du PAM et d'évaluation du processus. Tous ces éléments doivent être intégrés dans une politique générale de qualité, sécurité, gestion des risques. Et avec la possibilité à tout moment de revenir sur le PAM et d'arrêter cette auto-administration du médicament à l'initiative soit du patient et des professionnels. Donc là, c'est juste un petit récapitulatif parce que c'est vrai que lorsqu'on rentre dans ce niveau dispositif, c'est pas forcément évident. PAM, hors PAM, qu'est-ce que ça signifie? Donc, on a repris le processus complet depuis l'admission du patient dans votre établissement jusqu'à la sortie. Qu'est-ce qu'implique du coup cette nouvelle organisation d'auto-administration des médicaments? Donc, à l'admission du patient, il y a un volet de formalisation avec l'inclusion, donc tout le travail d'éligibilité du patient dans ce dispositif PAM. Au niveau de la préparation des traitements, donc là, ce ne sera plus préparé par l'IDE, ce sera juste remis au patient avec l'identification des médicaments qui seront inclus dans ce dispositif.
Au niveau du stockage, donc ça sera un stockage du coup, en chambre pour ces médicaments, donc ça sera un stockage sécurisé. Donc il y a un volet organisationnel et acquisition d'un stockage sécurisé, sauf bien sûr pour les médicaments thermosensibles, donc là qui sont gérés dans l'unité de soins. Au niveau de l'administration, soit le patient sera donc, au niveau 1 accompagné par l'infirmière, ou au niveau 2, le patient s'auto-administrera tout seul ses médicaments. La traçabilité, dans un cas, c'est l'IDE. Dans l'autre cas, ça sera au dire du patient. Au niveau de la surveillance, donc surveillance classique et avec un suivi d'inclusion et de réévaluation de l'inclusion dans le PAM. L'information du patient, bien sûr, du coup, ça sera une démarche renforcée pour s'assurer qu'il a bien compris à quel moment il doit prendre son traitement. En cas de réhospitalisation et des cures lors d'interventions en HDJ, de mise en place en HDJ, il y a tout le volet à nouveau réévaluation et vérification aussi du consentement du patient pour la mise en œuvre de ce dispositif. Et pour la lettre de liaison, il faudra aussi intégrer bien sûr le bilan du PAM dans la lettre de liaison pour le médecin traitant. Donc voilà, on voulait quand même que vous ayez en tête cette opportunité-là de formalisation pour les patients. On est notamment en SSR ou en HAD. C'est plus formaliser, sécuriser certaines actions ou évaluation de l'autonomie du patient que vous réalisez déjà dans certains cas. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà mis en place, se sont intéressés à ce nouveau dispositif PAM? En HAD, vous n'avez pas encore... En fait, pas encore. C'est plus les IDE qui gèrent. Pour tous les patients Oui. Et du coup, pour l'instant, il n'y a pas d'autogestion traitement par les patients? Non. C'est On essentiel. essaie d'éviter, comme c'est des personnes qui sont... Oui. Donc, on préfère que ça soit... Et ouais, c'est content de faire ça comme ça. Et surtout les médicaments qui nécessitent d'être pris le soir, donc les chirurgiens. Oui. Forcément là, donc voilà. Ça peut être un outil qui peut vous sécuriser et vous guider, en tout cas dans cette organisation-là. Et c'est vrai que ça avait été une grosse demande des fédérations, notamment en HAD. Il faut être très clair par rapport à ce besoin de recommandation sur tout ce qui était auto-administration. Et de la même façon, surtout le volet SSR, où il y a la nécessité de respecter l'autonomie du patient. Et là, au moins, ça permet aussi de cadrer, de clarifier le cadre de cette auto-administration des médicaments. Actualité suivante, alors on a indiqué pharmacie clinique, mais on voulait faire un focus sur une actualité qui est parue là il y a même pas un mois, sur tout ce qui est renouvellement et adaptation des prescriptions par les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur. Donc l'arrêté date du 21 février avec un protocole, le modèle de protocole local qui a été publié sur le site du ministère de la Santé et de la Prévention le 10 mars. Donc c'est vrai que pour nous, c'était important d'attirer votre attention sur cette opportunité-là, qui offre la possibilité, l'autorisation qui est donnée aux pharmaciens de renouveler, d'adapter les prescriptions des patients qui sont pris en charge par l'établissement dans le cadre d'une démarche intégrée de mise en œuvre de pharmacie clinique. Donc là, on voulait juste vous rappeler d'une part les différentes activités de pharmacie clinique qui sont soumises aussi, qui sont en lien avec le renouvellement des autorisations des pharmacies et dans lequel cela fait partie de vos missions de pharmacien hospitalier, tout ce volet pharmacie clinique. Parmi donc les actions de pharmacie clinique, il y a le volet expertise pharmaceutique clinique des prescriptions, bilan de médication, le plan pharmaceutique personnalisé, les entretiens pharmaceutiques et actions de TP et l'optimisation des stratégies thérapeutiques. Et on vous a mis le lien vers les bonnes pratiques de pharmacie clinique
qui décrivent l'ensemble des missions et modes opératoires pour la réalisation des différentes actions de pharmacie clinique, sachant que derrière, il y a eu l'ANAP en lien avec la SFPC et un certain nombre de médites, dont nos médites Nouvelle-Aquitaine, Guadeloupe, Guyane. On a travaillé sur un outil, un autodiagnostic des activités de pharmacie clinique. Et alors, même si on ne met pas en œuvre, c'est intéressant de le réaliser parce que ça donne aussi des guidelines, en gros, pour le mode opératoire pour mettre en œuvre les actions de pharmacie clinique. Concernant le renouvellement de ces prescriptions, on vous a mis le lien vers une web conférence qui explique de façon assez simple, du coup, ce nouveau dispositif de renouvellement et d'adaptation des prescriptions. Si je peux juste me permettre d'intervenir, parce que là, c'est complètement volontaire, vous ne verrez pas le terme de conciliation médicamenteuse. Donc ça, c'est un point qui est important, je pense qu'il faut préciser, puisqu'en fait, là, on est vraiment, là, tout ce qui est expertise pharmaceutique clinique, bilan de médication, etc., on est vraiment sur des actes, entre guillemets, même si ce n'est pas encore des actes qui peuvent être cotés comme tels, mais on est sur des actions qui relèvent strictement de l'activité et de l'expertise pharmaceutique. Et c'est vrai que la conciliation médicamenteuse contribue notamment au bilan de médication, mais peut être fait par n'importe qui, entre qui le lieu, mais ça peut être un préparateur, un IDE. Voilà, donc c'était important de repréciser ça, puisque là, on est strictement dans les activités pharmaciens. Oui, qui sont en lien avec les unités d'œuvre du coup de pharmaciens qui viennent d'être publiées aussi par l'ANAP en lien avec la Société française de pharmacie clinique pour essayer de commencer à caractériser, coter et vous de pouvoir valoriser vos activités que vous réalisez à la pharmacie. Donc dans la pharmacie clinique, on entend bien entendu aussi tout ce qui est analyse pharmaceutique. Donc, une remarque et une question. Une remarque, c'est qu'en novembre, c'est prévu à Cahiers, dans les journées de la formation supérieure, c'est Patrick Rambourg qui était le prénom. Vous avez déjà cette problématique qui était en cours de déploiement. Et la question, c'est comment est-ce qu'on. C'est un peu flou entre la conciliation et cette problématique. Comment est-ce qu'on déploie les deux en même temps et comment est-ce que les intervenants de la HAS regarderont ces choses? Alors pour l'instant, ce n'est pas inscrit dans au référentiel manuel de certification, et sachant que la conciliation, à l'époque, on parlait sur la certification, c'est de conciliation médicamenteuse, c'était déjà qu'un critère avancé. Donc ça ne pouvait apporter que du plus. C'est sûr qu'ils vont regarder les activités de pharmacie. La base, de toute manière, c'est l'analyse pharmaceutique. Vous allez avoir accès à tous, vous allez tous être informatisés, avoir accès au dossier du patient. Ça va être quand même facilité, donc c'est arrivé à tracer. On est à minima, en gros, la certification, c'est à minima l'analyse pharmaceutique. On est sur la pharmacie clinique, il y a le niveau d'intervention pharmaceutique, et derrière, ce qui est regardé, c'est l'acceptation par les médecins. Donc, les pharmaciens qui ne sont pas dans les services, l'acceptation par le pharmacien, ça reflète quand même des interactions pluriprofessionnelles. Donc, ça va être actuellement la certification, on va le regarder à travers ce processus plutôt d'analyse, d'intervention, de lien avec l'équipe médicale. On parle de conciliation médicamenteuse, la Haute Autorité de Santé, parce que c'est vrai que c'est historique. La HAS avait quand même été promoteur il y a plus de 10 ans sur la conciliation médicamenteuse avant que l'ensemble de ces activités de pharmacie clinique soient structurées et organisées. Donc, ils sont restés sur ce terme de conciliation médicamenteuse, mais pour une volonté globale de démarche pluriprofessionnelle. Donc, c'est vrai que ce sont deux choses qui sont totalement, pour moi, cohérentes et qui avancent. On peut imaginer que pour la prochaine procédure de certification, l'HAS reprenne ces éléments-là. Oui. Sur le renouvellement des. On est un cran dessus.
Donc, c'est sûr que voilà, les attendus, on sait bien que ça augmente, ça se guide, ça augmente progressivement. Mais là, je pense que c'est une belle opportunité, cet renouvellement des prescriptions. Là aussi, rien n'est obligatoire, c'est une opportunité de plus. Mais c'est après avoir mis en place l'informatisation. Voilà, C'est vrai que ces deux dispositifs sont vraiment très intéressants parce qu'ils interviennent là dans coup sur coup. C'est vrai qu'on est dans des dispositifs complètement innovateurs. Le patient qui peut lui-même prendre son traitement et le pharmacien qui peut renouveler et prescrire. Voilà, on est dans des concepts. Oui, mais c'est en lien aussi en parallèle avec le pharmacien d'officine qui a de plus en plus d'actions, d'accompagnement, de pharmacie clinique. On est vraiment sur une évolution de manière globale du métier de pharmacien, que ce soit à l'hôpital et en officine. Donc c'est vrai que là, il faut être là aussi, hein, la société de pharmacie clinique fait un énorme travail voilà, pour essayer de soutenir la pharmacie clinique. Nous, on sera là pour vous accompagner. C'est pour ça que la formation conciliation médicamenteuse, on ne sait pas si elle aura ce nom la prochaine fois. On est en train voilà, de retravailler, mais sachant que pour l'instant, on a encore des besoins, puisque ce que disait Antoine, c'est vrai que la conciliation médicamenteuse, il y a certaines étapes qui sont faites par le médecin, qui peuvent être faites par d'autres acteurs. Donc là, actuellement, on forme aussi beaucoup de préparateurs en pharmacie, l'IDE, etc. Donc on n'a pas forcément maintenant le même public de ces formations. Donc on va essayer voilà, de vous accompagner au milieu. Alors, juste sur le renouvellement des prescriptions, alors le ciblage des pathologies, en fait, vous pouvez, c'est laissé au libre choix de l'établissement, hein, puisque c'est dans le cadre d'un protocole local de l'établissement. Donc, c'est les patients qui ont bénéficié d'une activité de pharmacie clinique. Donc, ça peut être expertise pharmaceutique en lien avec l'analyse pharmaceutique et la cible doit être inscrite, intégrée dans le programme d'action. Donc, là aussi, c'est une volonté avant tout d'établissement, de direction, de CME, en lien avec les différents partenaires pour définir ces protocoles locaux. Donc, qui sont préparés, soumis à la CME et déclarés à l'ARS, comme tout protocole local hein, de coopération. Donc, on est vraiment sur ce modèle-là. Il faut que le patient soit informé. Il peut refuser aussi hein, de participer à ces protocoles de coopération. Donc là, on essaie de vous détailler ces modèles, un type de protocole de coopération tels que définis par le ministère, avec bien entendu l'intitulé du protocole, la présentation générale du protocole. Donc, il peut y avoir plusieurs protocoles dans un même établissement, avec les critères d'inclusion, de non-inclusion des patients, la description d'un algorithme du parcours du patient dans le cadre de ce protocole. Les conditions d'expérience, là aussi un volet formation. Tous les professionnels, tous les pharmaciens ne pourront pas mettre en œuvre ces protocoles. Il faudra qu'il soit une garantie de formation pour pouvoir mettre en œuvre, adapter, renouveler les prescriptions. Comment le protocole est organisé, arriver à identifier en amont les principaux risques liés à la mise en œuvre du protocole et avoir d'emblée une procédure d'analyse des pratiques et de gestion des risques, et bien sûr avoir derrière des indicateurs de suivi et des références bibliographiques en lien avec ces protocoles. L'idée au niveau régional, c'est bien entendu qu'on arrive à partager tous les protocoles locaux qui auraient pu être mis en œuvre dans les établissements. Donc là, vraiment avec une vision, si on arrive à avoir sur les trois régions. Et puis voilà, avoir un temps d'échange sur les établissements. Et là aussi, on reparle de retour d'expérience sur les professionnels qui ont pu mettre déjà en place des protocoles locaux. Là, il y a deux niveaux aussi de mise en œuvre des protocoles. Donc, soit un renouvellement direct par le pharmacien. Donc, dans ces cas-là, la modification de la thérapeutique sera directement réalisée par le pharmacien qui est habilité pour mettre en œuvre ce protocole.
et des renouvellements ou adaptations thérapeutiques concertées. Donc là, il y aura une étape et ça nécessitera la confirmation du prescripteur pour déclencher la mise en œuvre du protocole. Et on est en lien, donc là, quelque part, on rejoint aussi, hein, lorsqu'on parlait de la HAS, on est vraiment le cœur, c'est l'intervention pharmaceutique qui sera aussi regardée. Et si en 2025, vous avez mis en œuvre des protocoles, ça pourra bien entendu être valorisé dans ce cadre, dans le cadre de toutes les interventions pharmaceutiques, donc là, qui seront très, très poussées d'ajustement des prescriptions. Donc voilà, donc après on vous a mis quelques exemples de médicaments d'intervention pharmaceutique qui sont inscrits dans le protocole, sachant que pour l'instant on n'a aucun exemple de protocole local qui a pu être mis en œuvre. Oui, et ça a été une volonté d'ailleurs hein, par la SFPC et les différentes parties prenantes de ne mettre en exemple aucun protocole. Laisser vraiment une libre organisation et la liberté aux établissements. Des questions sur cette séquence pharmacie clinique? Madame Perotti à Saint-Laurent, juste une petite question qui va peut-être paraître très naïve à certains d'entre vous. Je ne fais pas la distinction, enfin, c'est pas très clair dans ma tête, entre un avis pharmaceutique et une intervention pharmaceutique. Est-ce que vous pourriez nous faire une définition comparée? Alors, pour moi, on a employé le mot avis pharmaceutique. Parce que pour moi, on est plus sur Ah oui. Sur cette diapo? Non, c'était bien avant. Parce que pour nous, vraiment, le terme consacré, c'est lorsqu'on réalise l'analyse pharmaceutique et c'est l'intervention pharmaceutique telle que définie. Hein, donc, proposition de modification de la thérapeutique nécessitant une concertation ou discussion pluriprofessionnelle. Pour moi, ça, c'est le terme consacré à l'intervention pharmaceutique. Et si on a employé un autre terme avant, c'est un abus de langage. Hein. Je vous remercie. Pour la SFPC, chaque fois qu'un pharmacien intervenait sur l'ordonnance, il émettait un avis. On appelait ça à l'époque CP. Oui, c'est ça. Oui, oui c'est ça. Oui. C'est intervention. Pharmaceutique. Bon, je pense qu'on respecte à peu près le timing, donc on vous propose de continuer. Donc une courte session, mais très très courte, parce qu'il y a une seule diapo sur le bon usage des anti-infectieux. C'est vraiment juste pour vous rappeler hein, que l'OMEDIT va vous accompagner aussi sur cette thématique, alors en lien étroit avec le CREG, hein, puisque là on est vraiment sur un sujet complètement seul avec le CREG. Voilà, donc on va contribuer hein, aux actions et voilà, l'accompagnement qu'on pourra vous apporter sur le bon usage des antibiotiques. Donc, notez, voilà, donc, on accompagne les nouvelles recommandations. Donc, on a fait une fiche, on a synthétisé les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc, on vous invite, et d'ailleurs, on vous les a remises pour les participants en présentiel dans les sacoches. Voilà, donc on peut intervenir en quiz aussi, et on a, comme je le disais au début, aussi un module de formation sur les antibiotiques. On verra en place ici, donc en lien bien sûr avec le CREG. Voilà, en quelques mots sur les antibiotiques. Donc on vous propose de passer à la dernière séquence de la journée, donc il sera consacré à l'efficience des produits de santé, donc avec une approche médicaments, puis dans un second temps, donc dispositifs médicaux implantables sous deux angles, ceux de la distance sus et de manière un peu plus large, l'ensemble des dispositifs médicaux
implantables, donc les DMI, sous l'angle traçabilité. Donc, dans un premier temps, donc, si on reprend tous les modalités hein, des médicaments donc, coûteux et innovants, donc on a la liste en sus, voilà, comme on a vu dans le quiz, hein, qui concerne donc, à ce jour le MCO et l'HAD, donc seulement 3 établissements MCO concernés sur la Guyane, donc avec des dépenses de l'ordre de 4,8 millions d'euros sur 2022. Donc avec des évolutions, on verra après quel médicament, de moins 6,1%. Donc après, on a les médicaments sous accès précoce, donc les anciennes ATU de cohorte et accès compassionnel, donc les anciennes ATU nominatives, donc voilà, 476 000 euros. Donc comme on disait hein, ce matin en réunion avec l'ARS, c'est vrai que ces médicaments-là, voilà, ils sont en évolution forte, donc ça c'est bien, puisque c'est vrai que c'est l'accès à l'innovation, et c'est vrai que voilà, dès qu'on voit des augmentations hein, sur tout ce qui est accès précoce et accès compassionnel, ça veut dire que voilà, nos objectifs d'accès à l'innovation se développent, et c'est très bien. Voilà. Puis, donc, les médicaments sous le cadre de prescription compassionnelle, voilà, ça l'établissement concerné. Donc le palmarès, une diapo chargée, excusez-nous, mais vous l'aurez. Donc le palmarès des 10 médicaments qui représentent les principales dépenses de la liste en sus en Guyane. Donc on a repris vos données PMSI. Voilà. Donc avec des évolutions donc, qui sont soit très fortes, soit très en baisse. Alors c'est vrai qu'on a remarqué de manière générale des anticancéreux qui sont en augmentation, donc le Keytruda notamment, le Catila, l'Opdivo de manière un peu plus faible, et des médicaments qui sont en baisse, notamment les médicaments pour déficit enzymatique. Donc ça, ce sont des médicaments voilà, qui d'une année sur l'autre montent ou baissent hein, suivant vos files actives de patients. Donc l'Ambisome aussi qui est en 8e position. Voilà, donc il faut remarquer que ces 10 premiers médicaments représentent près de 3/4 des dépenses totales des médicaments de la liste en sus. Donc, si on prend les biosimilaires, en tout cas les groupes biologiques similaires qui sont inscrits sur la liste en sus, donc on vous les a regroupés dans ce tableau. Donc 6 groupes biologiques hein, similaires inscrits sur la liste en sus avec des résultats donc, sur 2022 de 0% sur le trastuzumab à 80% sur le rituximab IV. Voilà, donc avec des marges d'amélioration. Voilà, ça, on va vous accompagner puisqu'on a des outils hein, sur quels sont les médicaments biosimilarisables, etc. Ça, c'est des accompagnements aussi qu'on peut vous apporter. Donc, sur le codage des oui, pardon. Sur une diapo précédente, on a aussi pallié aussi à la contractualisation des marchés. Oui. Oui. C'est-à-dire en réserve de France. Mais normalement, les marchés, ils ont, non aussi. Bon. Oui, ok. Donc sur les codes d'indication liste en sus, donc alors là, voilà, on a déjà échangé avec certains d'entre vous. Voilà, donc il y a des codes ORAMN I999 qui sortent de manière un peu trop fréquente, je pense. Voilà, donc il y a des codages qui sont à fiabiliser. Voilà, donc on est d'accord, hein, ces chiffres-là, donc 29% d'indication d'AMM ne reflètent bien entendu pas la réalité. Voilà, donc on va vous accompagner voilà, pour fiabiliser le codage de ces indications-là. Et donc, on vous rappelle donc le lien, on vous a mis le lien vers le site de la DGOS, où figure, comme on l'a vu dans le quiz, le référentiel des codes d'indication liste en sus, qui est mis à jour donc, chaque mois. Puis la notice explicative de codage. Alors, classiquement, hein, autant en Guadeloupe qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a beaucoup de questions des établissements hein, qui
qui sont parfois embêtés sur des codes indications. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter par rapport à vos questions sur ces codes d'indication. Et l'idée aussi, c'est de travailler sur les prescriptions donc hors AMM, donc les vraies prescriptions qui sont vraiment des I999, donc avec un dispositif, je crois qu'on le présente après, de transmission à l'Omédite de ces prescriptions-là. L'idée, c'est de travailler après en groupe de pairs hein, pour échanger autour de ces prescriptions, donc hors autorisation de mission de marché. Voilà, donc parmi les outils. Oui. Poser une question par rapport à la slide précédente, là, sur celle sur laquelle on était. Voilà. Vous avez dit le I999, c'est réservé aux utilisations hors AMM, mais c'est pas que les hors AMM, c'est hors AMM et hors compassionnel et hors précoce, parce que ceux-là ont des codes en C ou des codes en N spécifiques. On est d'accord? Exactement. Le exactement. I999. Merci beaucoup. Parce que beaucoup, ce qui est en compassionnel, etc., c'est pas encore en AMM. Enfin, certains, oui, merci. parce qu'il y en a, c'est du post-AMM, mais bon, enfin, c'est complexe. Exactement. Merci beaucoup de cette remarque. Si on veut être très précis, le I999, c'est hors cadre de prescription compassionnelle, hors essai clinique et bien sûr hors accès. Voilà, c'est en dehors de tous ces éléments-là. Et alors, j'en profite parce que ça, récemment, on a des questions sur les médicaments sous accès précoce. Le code I999 non plus n'est pas utilisable. C'est-à-dire qu'en fait, quand le médicament est sous accès précoce, on ne peut pas l'utiliser en dehors de son indication d'accès précoce. Donc, parmi les éléments d'accompagnement, donc là aussi, on vous a remis aux établissements qu'on a vus et on vous les transmettra régulièrement. Donc, j'en parlais au début dans vos profils de consommation Listorsus. Donc, on essaiera de les envoyer donc, à M6 2023, M9, donc les 9 premiers mois, et sur l'année entière. Et voilà. Et donc, en Nouvelle-Aquitaine et en Guadeloupe, on a mis en place un dispositif de remontée à l'Omédite, de suivi qualitatif des prescriptions donc hors AMM. Donc, on vous invite aussi à intégrer ce dispositif. Donc, on a des fiches de suivi Word, Excel qui sont sur notre site. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de mettre en place ce dispositif à compter évidemment du premier semestre 2023. Et de vous transmettre du coup ces données-là en septembre. On vous fera un petit mail pour vous expliquer un peu le dispositif. Voilà, l'idée c'est d'échanger de pair sur ces prescriptions hors AMM, et l'idée aussi c'est le cas échéant que l'Omédite puisse transmettre au niveau national ces prescriptions-là quand il y a vraiment une vraie attente, un vrai besoin pour que la NSM puisse élaborer, le cas échéant, un cadre de prescription compassionnelle. Voilà, donc l'idée, c'est pas de vous faire travailler sur des fiches pour rien en faire après. Voilà, c'est vraiment un dispositif qui a vocation à être utile. Voilà, donc on reviendra vers vous concernant ce dispositif. Donc là, une diapo, mais je pense que vous savez déjà tout, puisque là, on n'est pas du tout sur, contrairement aux précédents diapos de pharmacie clinique, là, on est déjà sur un dispositif assez ancien, puisque ces dispositifs d'accès précoce et compassionnel donc, ont été mis en place en juillet 2021. Vous savez tous par cœur, donc l'accès précoce, donc c'est les anciennes ATU de cohorte, l'accès compassionnel, c'est les anciennes ATU nominatives, et le cadre de prescription compassionnelle donc remplace les anciennes recommandations d'utilisation, RTU, donc avec un dispositif comme la Listorsus de codage à l'indication. Donc on vous a mis le lien vers le site du ministère. Donc là aussi, comme le référentiel Listorsus, ce fichier Excel et ces codes d'indication sont mis à jour chaque mois.
Donc, on a un document d'information. Si vous êtes perdu, on répond à vos questions sur tous ces sujets. Et alors, de manière très précise, on en a profité parce qu'on vient de recevoir un mail du ministère pour dire que, alors là, c'est pour les connaisseurs, que l'ancien code NXX00 qui était utilisé pour les ATU nominatives ne peut plus être déclaré. Maintenant, il faut utiliser les codes d'indication qui figurent sur les référentiels ou, le cas échéant, les codes NX01 et NX02, mais qui figurent aussi sur le référentiel dont vous avez le lien. Donc, comme l'analyste en sus, on trouvait intéressant de vous présenter les données de Guyane sur les médicaments sous accès précoce et accès compassionnel en intra. Donc là, on est bien d'accord, on est sur l'intra-hospitalier. On n'est pas sur la rétrocession, hein, puisque vous avez un certain nombre de ces médicaments-là qui sont rétrocédés, comme vous le savez. Voilà. Là, c'était plus à titre informatif, hein, pour votre information. Voilà, donc on a ces médicaments-là. Je vous laisse lire. Pas de... C'est vrai que les 3 premiers médicaments, hein, voilà, représentent les principaux, hein, donc le Nexipiadim, l'anti-IPMA, qu'on ne connaissait pas, puisque évidemment, c'était en bonne nation, c'est assez ça. Voilà, donc le découvre. Et voilà, donc le Keytruda dans certaines de ces indications. Donc ce médicament, je sais que vous ne l'aimez pas, puisque suivant les indications, il est à la fois distantius, accès précoce, accès compassionnel, bref. Donc là aussi, on est à votre disposition le jour où vous voyez le plus très clair pour répondre à vos questions. Alors, on vous a fait un diapo sur la primaquine, mais que vous devez connaître mieux que nous. Donc voilà, pour rappel, hein, ce médicament est mis à disposition donc dans le cadre de l'accès précoce depuis maintenant un an, donc dans l'indication de traitement radical, paludisme, et à la fois aussi dans le cadre du dispositif d'autorisation d'accès compassionnel. Voilà, en cas d'absence de critères d'octroi de l'accès, de l'autorisation d'accès précoce. Voilà, en quelques mots, et puis on vous rappelle évidemment que le test, hein, de dépistage du déficit en G6PD qui peut être fait systématiquement, mais j'imagine que c'est tout ça. Voilà, donc une diapo rapidement, hein, sur l'enquête donc ATIH. On est désolé, ça vous fait du travail. Ce qui est rassurant, c'est que la date limite de réponse a été repoussée au 30 avril. Donc on vous incite, on est là à vous accompagner. On sait qu'il y a des problèmes d'identifiant, de mot de passe, vous ne savez jamais où c'est, donc on vous accompagne si vous avez besoin. Normalement, on espère que les extractions de vos logiciels sont automatiques ou presque. C'est vrai que c'est une enquête qui est mise en œuvre maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, donc on espère que les éditeurs vont intégrer, hein, l'export. Voilà, on est à votre disposition si nécessaire. Donc voilà, date limite au 30 avril, et on essaiera lors de notre prochaine venue de vous restituer, hein, les éléments, parce que c'est vrai qu'on n'aime jamais trop, hein, vous demander des enquêtes et du travail, hein, voilà, sans derrière vous restituer les données. Donc c'est ce qu'on fera. Une diapo sur les médicaments donc SSR. Donc maintenant, on ne parle plus de SSR, on parle de SMR. Donc soins médicaux et de réadaptation, qui remplace, donc c'est le nouveau terme qui remplace le SSR. Donc avec à compter de 2023, donc la création de la liste en sus, donc avec une liste, hein, qui vraiment concernera seulement la liste en sus pour le secteur SSR. Donc avec des JO qui vont peut-être paraître, je ne sais pas si on l'a vu déjà, mais voilà, qui vont paraître. Donc voilà, donc c'est une liste, on est bien d'accord, hein, qui concernera seulement le secteur SMR. Et par contre, on est bien d'accord aussi que la liste en sus FCO,
s'appliquera aussi du coup au secteur SSR. Oui, voilà. Donc a priori, mais on n'a pas encore eu de confirmation. La mise en œuvre serait à compter du 1er juillet, donc on vous informera. Et dans l'attente, voilà, on vous rappelle que le dispositif molécule onéreuse SSR doit toujours être fait, puisque derrière, ce dispositif-là ouvre déjà à prise en charge financière. Et là, voilà. Sur l'HAD, on a regardé, vous n'êtes pas concerné à ce jour, en tout cas sur vos données PPMSI, donc je vais aller vite, hein, puisqu'a priori, actuellement, hein, vous n'avez pas de traitement coûteux HAD, ou alors vous ne déclarez pas. Donc, je ne sais pas trop, mais bon. Voilà, donc, je vous incite, hein, les structures d'HAD à aller voir, hein, cette liste des traitements coûteux HAD. On vous a mis en bas dans le cadre Orange la dernière liste, puisque l'ATIA qui vient de mettre en ligne la dernière liste 2023. Voilà, et donc là aussi, n'hésitez pas du coup à nous faire part de médicaments, hein, qui vous gênent en termes de prise en charge, voilà, médicaments très coûteux qui vous gênent en termes de prise en charge HAD. N'hésitez pas voilà, à aller voir sur cette liste s'ils y sont, et s'ils n'y sont pas, n'hésitez pas à nous les transmettre, puisque l'Omédide, en fait, on est impliqué chaque année, hein, dans la mise à jour de cette liste. Voilà pour les médicaments. Sur les dispositifs médicaux de la distance, donc 4 établissements concernés en Guyane en 2022, donc des dépenses de 427 000 € et une évolution, voilà, très importante, de plus 14,8% par rapport à 2021, donc avec des données donc on vous a présenté donc par classe, donc les prothèses de genoux qui sont le premier poste de dépense, voilà, les stents coronaires, les prothèses de hanche, le vasculaire. Voilà, les stimulateurs cardiaques, donc à revoir, voilà, par rapport aux autorisations. Oui, comme beaucoup de structures. Ah bon, Oui. Nous, en plus, en Guyane, ce qu'on appelle Oui. On a eu le même Le phénomène. phénomène de la métropole. Voilà sur la présentation des données des actualités, donc en termes d'efficience, en tout cas, voilà, médicaments et dispositifs médicaux onéreux. Il est 16h30, c'est très bien. Je pense qu'on va finir juste à l'heure. Donc, la dernière séquence, alors là, on est désolé, ça concerne seulement les établissements, hein, concernés par l'activité de chirurgie, donc pas concernés par les dispositifs médicaux implantables. Donc, l'objet, hein, de cette séquence, c'est de vous présenter, alors assez rapidement, je pense que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on reviendra de manière un peu plus approfondie, hein, sur la mise en œuvre de cet arrêté relatif au management de la qualité du circuit des DMI. Voilà, on reviendra un peu plus tard. Mais là, l'idée, voilà, c'était de vous présenter l'ensemble des exigences, hein, en termes de traçabilité des dispositifs médicaux implantables. Voilà, donc on part de ce règlement européen d'avril 2017 qui fixe des exigences, hein, concernant la traçabilité des DMI, et notamment en termes de code IUD. Donc on y reviendra dans les diapositives suivantes. Donc suite à ce règlement européen-là est sorti, voilà, comme on l'a déjà précédemment dit, ce fameux arrêté, donc sorti en septembre 2021, voilà, qui fixe les obligations des établissements de santé en termes de qualité du circuit des DMI.
Donc, ce règlement européen, en quelques mots, hein, ça c'est vraiment le cadre général. Donc, évidemment, il est applicable par l'ensemble des États membres. Les objectifs, c'est de renforcer la démonstration de la sécurité des produits, de l'évaluation clinique, la traçabilité et la surveillance des DM après commercialisation. L'idée, c'est des exigences renforcées auprès des industriels avant commercialisation, le renforcement du cahier des charges pour l'habilitation des organismes notifiés, qui, vous le savez, sont les organismes qui délivrent les marquages CE, et un renforcement aussi de la surveillance du marché après commercialisation. Et surtout, très important, la transparence de l'information avec ce fameux code, excusez-moi, IUD, donc l'identifiant unique du dispositif, et la nouvelle base de données européenne qui va être du coup utilisée. Donc cette classification, alors en quelques mots, hein, je sais que c'est en cours, donc va être mise en œuvre finalement une classification avec une nomenclature. Donc a priori, on partirait hein, sur la nomenclature EMDN. Donc finalement, c'est une classification type comme celle sur les ATC, hein, sur les médicaments, classification à plusieurs niveaux. Voilà, donc on vous a mis un exemple dans le schéma avec comme clé d'introduction, et c'est là où on va revenir, donc ce fameux code IUD qu'on va redétailler. Donc le code IUD est un code unique attribué à tous les dispositifs médicaux. Donc ça, je pense que les établissements concernés, je pense que vous connaissez hein, ce code IUD, donc à l'exception des DM sur mesure et des dispositifs médicaux en investigation clinique. Donc avant, on va marquer CE. Donc les objectifs de cet identifiant, c'est l'amélioration de la traçabilité des dispositifs médicaux, une meilleure notification des incidents, lutter contre la contrefaçon et assurer un meilleur suivi du patient, et l'amélioration aussi des politiques d'achat et de gestion des stocks. Donc, de quoi est composé un code IUD, et en tout cas, comment sont identifiés hein, les dispositifs médicaux. Donc, un code IUD est composé de l'IUD-ID, donc qui est en orange sur la diapo, donc qui est l'identifiant du dispositif propre à un fabricant et à un dispositif. Donc, ce code IUD caractérise le fabricant, le modèle et le conditionnement. Et l'IUD-IP, donc là, on est sur les identifiants propres à l'unité du dispositif hein, qui est livré, donc qui intègre le numéro de série, le numéro de lot, la date de fabrication, la date d'expiration, etc. Donc l'IUD, finalement, on peut dire que c'est un code fixe, même si on sait, c'est là où c'est embêtant, qu'il peut changer au cours de la vie du dispositif. Donc c'est vrai que ça ne vous facilite pas la vie, est encore pire, comme c'est marqué à droite sur la diapo, il peut y avoir un ID différent pour chaque niveau de conditionnement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir sur la boîte, le carton, il peut y avoir un ID, alors que plus précisément sur l'EDM, voilà, sur la boîte d'EDM, ça peut encore être... bon, bref, voilà, donc il vous faut des scanettes, des bases qui soient à jour, etc. OK. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est en pratique. Donc on a des formats de capture automatisés, donc avec des codes linéaires ou en D2 ou oui, en 2D plus ou moins RFID. Donc il y a du data matrix. Donc en gros il vous faut des scanettes qui lisent automatiquement le code sans saisie manuelle, sans réétiquetage. Voilà, vous avez des comment ça s'affiche donc au niveau des dispositifs médicaux implantables. Je pense que vous connaissez ça mieux que nous. Voilà. Et donc en quelques mots, voilà. Si on revient sur ce fameux arrêté hein, qui relatif au
à la qualité du circuit des DMI, voilà, notamment hein, c'est dans cet arrêté-là que figure ce responsable du management de la qualité du circuit des DMI. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en œuvre les dispositions hein, de cet arrêté. L'objectif, évidemment, c'est de sécuriser et d'améliorer l'organisation du circuit des DMI à toutes les étapes, de la réception du DMI jusqu'à la pose et à la sortie du patient, et évidemment d'améliorer la traçabilité sanitaire des DMI. Donc, les dispositions sont rentrées en vigueur le 26 mai 2022. Bien, mais rigole, je te laisse présenter seulement. Bon. Donc, j'y vais. Donc, voilà, on s'est permis à notre humble niveau de vous proposer un processus, sachant que dans les outils qu'on va vous proposer, on va vous proposer de vous accompagner hein, sur ce processus-là, puisque le réseau Médit, hein, donc voilà, je vous disais que les réseaux Médit travaillent dans le cadre du réseau Médit. On a développé un outil de cartographie du circuit informatique des DMI. Donc c'est un outil très complet qui finalement vous permet de faire la cartographie voilà, depuis la commande hein, de votre DMI jusqu'à l'implantation et jusqu'à la sortie. Voilà, donc ça c'est bien pour les établissements qui sont en train de mettre en place, en tout cas de réfléchir hein, sur leur circuit informatique des DMI. Donc ça, voilà, c'est un accompagnement qu'on va vous proposer. Je crois que après, je pense qu'on le présente. Voilà, donc du coup, sur ce schéma, bon, ben, vous rapidement passer, hein, puisque vous connaissez tout ça. Donc, ça part du référencement du DM dans l'établissement, des dotations, c'est du hors dotation, les demandes, la commande à la pharmacie, au fournisseur, la réception, donc avec l'acquisition du code IUD. Voilà. Ça, il faut que ça soit interopérable, il faut que le logiciel de gestion de la pharmacie soit interopérable avec le logiciel de bloc, avec le logiciel de dossier patient, etc. Et au final, il faut que toutes les informations figurent, donc soient remises à la sortie du patient, donc de la carte d'implant, et devrait figurer dans la lettre de liaison, le DAP et le dossier pharmaceutique aussi. Voilà. Donc là, on revient sur les éléments à remettre, puisque c'est vrai qu'il y en a un certain nombre des éléments donc, à remettre aux patients à la sortie. Donc on vous invite à regarder attentivement hein, l'ensemble des éléments. Voilà. S'il y en a un certain nombre, voilà, et par rapport à la certification, c'est un élément qui est regardé comme on l'a précédemment indiqué. Voilà. C'est ça, j'ai anticipé le dépôt. Voilà, donc sur cette thématique, on a un certain nombre d'outils qu'on vous met à disposition. Donc sur notre site internet, donc on a un flyer et une affiche donc voilà, sur l'information du patient et des professionnels sur les DMI, un film qu'on a fait hein, pour sensibiliser notamment voilà, la remise aux patients et l'implication hein, du patient. Donc voilà, ça peut être intéressant pour voilà, si vous avez des réunions avec le blog ou voilà, d'utiliser hein, ces outils pour sensibiliser vos professionnels. Donc un quiz, des affiches. Et voilà, donc la cartographie, donc j'avais commencé à vous en parler, donc je vous ai presque tout dit. Voilà, donc tout cela, je vous l'ai dit, hein, donc c'est l'outil que vous propose de cartographie de l'informatisation. Voilà, donc là c'est la présentation, donc c'est un fichier Excel hein,
Donc, il a vocation à recenser l'ensemble des logiciels qui sont installés au sein de votre établissement, de recenser la nature des données qui sont enregistrées. En gros, voilà, est-ce que le code IUD et sous quel mode ce code est enregistré, donc pour évaluer la continuité de l'information, notamment l'interopérabilité, hein, qui est le nerf de la guerre dans ce processus, hein, qui est complexe et voilà, qui nécessite l'interopérabilité entre les différents logiciels. Voilà, et donc ça vous permet de faire une synthèse automatique du niveau d'informatisation et de l'interopérabilité et de formaliser, ce qui est important, hein, un plan d'action relatif à l'informatisation et l'optimisation du système d'information du circuit du TN. Donc l'idée, ça se passe, c'est assez court, c'est sur 1h30. Donc l'idée, c'est de réunir autour de la table tous les interlocuteurs qui sont impliqués dans la traçabilité des DMI, donc référents informatiques, matériaux vigilants, les professionnels du bloc, le DIM. Ça c'est intéressant puisque c'est les liens du coup après avec la facturation, le RSNQDM, le pharmacien, etc. Et donc ça, je pense qu'on va vous proposer quelque chose hein, sur le second semestre, je pense, 2023, et aussi à l'occasion de nos prochaines visites.